vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. J'espère de tout cœur que le réveil s'est bien passé. Il est 10h déjà, en ce vendredi 13 juin 2025. Bienvenue dans les matins d'Aïssa que je vous présente toujours avec le même bonheur. Bienvenue sur Espace TV Europe, le lien de la diaspora afro disponible sur le bouquet africain. Vous nous suivez sur Free sur le canal 445, Orange 589 et Bouygues 721. Les matins d'Aïssa, vous le savez, reçoivent les talents afro, les trésors d'Afrique en diaspora. Ils sont artistes, ils sont entrepreneurs, ils sont intellectuels, ils sont auteurs, écrivains. Ils viennent du monde associatif et viennent nous raconter leurs belles histoires si inspirantes. Ça va être le cas une fois de plus dans cette dernière de la semaine. Et on va se faire un petit son en compagnie de Jelika Jelikaba Bintou et Miyagise Unique. C'est le clip. On se retrouve juste après avec notre premier invité de ce dernier jour de la semaine. Bienvenue, c'est les matins d'Aïssa sur Espace TV Europe. Les matins d'Aïssa sur Espace. Merci d'être avec nous. Notre premier invité s'installe. Nous la recevons dans 3 minutes sur le plateau d'Espace TV Europe dans les matins d'Aïssa. Tout de suite. Les matins d'Aïssa sur Espace. À la rencontre de ces portraits inspirants, ces portraits impactants dans cette émission. C'est toujours un bonheur de recevoir ces personnes dynamiques qui font briller l'Afrique ici et ailleurs. Ils sont de passage à Paris dans le cadre de la promotion de leurs activités. Ils vivent ici en diaspora et ils œuvrent tous, en tout cas, pour se reconnecter, soit avec leurs racines, en tout cas pour essayer d'impacter, de partager. Ça va être, je vous l'ai dit, une fois de plus, le cas avec tout à l'heure Oluwafemi Kidjo, entrepreneur à impact. Elle est consultante en branding, elle est speaker, blogueuse, ambassadrice Afrofood. Elle est reconnue pour sa capacité à créer des écosystèmes et accompagner les marques, notamment dans le secteur agroalimentaire. Elle a été distinguée parmi les 40 femmes africaines les plus influentes d'Afrique francophone sur LinkedIn. Elle viendra nous parler de son expertise. Elle nous parlera également de son manuel autour des business, autour de la mangue. Donc, elle propose à travers cet ouvrage 111 business à créer autour de la mangue. Vous allez voir, elle est impactante, inspirante et très dynamique. Elle viendra nous raconter son histoire tout à l'heure. Mais nous allons commencer avec une championne. Ex-championne de France de taekwondo, experte en potentiel entrepreneurial et préparation mentale. Elle aide les femmes ambitieuses à structurer leur réussite à travers différents piliers et un certain sens de l'éthique. Nous l'accueillons avec beaucoup de plaisir. C'est Niakale Sissoko. Bonjour Niakale, comment ça va? Salut Aïssa, je vais très bien et toi? Très très bien, je suis très heureuse de t'accueillir. Puisque ça fait un moment déjà qu'on se suit. Effectivement. Merci de nous rejoindre pour nous raconter ta belle histoire, nous parler de cette nouvelle entreprise, on va dire aventure entrepreneuriale, à travers ces accompagnements que tu proposes. Tu es experte en potentiel entrepreneurial. Tu décides d'accompagner des femmes. Alors, est-ce que tu nous en dis un petit peu plus sur cette nouvelle casquette, on va dire, enfin, pas aussi nouvelle que ça, mais c'est né à la suite du Covid, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est vrai que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis 2017. Et effectivement, au départ, je me suis lancée avec une marque de prêt-à-porter éco-responsable pour bébés. Et pendant le Covid, il y a eu on va dire une révélation qui est liée au fait de pouvoir accompagner les entrepreneurs à pouvoir passer les challenges qu'ils vont rencontrer au travers de leur parcours et qui m'a réconcilié, on va dire, avec ma vocation de l'accompagnement, parce que c'est quelque chose c'est un appel que j'ai depuis très jeune. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un focus sur les femmes et de pouvoir les accompagner à lever leurs barrières mentales qui peuvent émerger quand on évolue dans l'entrepreneuriat et pouvoir, comme je disais, structurer leur réussite sans s'épuiser et sans renier qui elles sont. Ça, c'est la partie qui est très importante pour moi et qui m'a permis de créer une méthode signature que j'appelais la méthode ACT et qui se fait en 4 étapes. Donc, la première partie, c'est l'alignement. Très important de pouvoir faire les choses en étant aligné avec sa vision et avec ses valeurs. La deuxième partie, c'est la confiance, parce qu'au travers
en révélant la zone d'excellence, elles peuvent prendre confiance et se sentir légitimes. Ouais. Troisième partie, c'est la transformation. C'est là où tout se passe parce qu'on va l'implémenter dans l'activité pour que le business soit un business qui se fasse pas au détriment de sa personnalité. Et puis la quatrième partie, c'est l'expansion. C'est-à-dire une fois qu'on a pris nos marques et qu'on s'est structuré, l'idée, c'est qu'on ait un plan d'action qui nous permette de réussir durablement. Alors c'est vrai qu'avec du recul, je comprends bien ta démarche puisque je t'avais reçu dans une autre vie, on va dire, il y a de nombreuses années, lorsque tu avais commencé à entreprendre à travers ta marque d'accessoires pour bébé. Et le temps est passé. Tu étais un peu toute timide à l'époque et on voit que tu as pris de la bouteille, comme je disais tout à l'heure hors antenne, et que le temps passant, on voit que... Enfin, j'ai l'impression, et en tout cas, c'est la question que je te pose, est-ce qu'aujourd'hui, tu es une femme épanouie? Ah ouais, je suis une femme. Oui. Non, en fait, épanouie. Et quand je vais parler d'épanouissement, c'est pas voilà, tout va bien, etc. Au contraire, en fait, c'est de se dire qu'il y a des moments où ça va. Il y a des moments où ça va moins bien, mais quoi qu'il arrive, en fait, je me sens à ma juste place. Je me sens vraiment alignée avec ce que je suis en train de faire. Quand on s'est vu pour la première fois, j'étais tout timide parce que déjà, c'était ma première antenne. Ouais. Et c'était mes débuts dans l'entrepreneuriat. Ouais. Je tente quelque chose dont, à ce moment-là, je ne suis pas si sûre que ça. Je sais que je vais le tenter. Ouais. Mais voilà, il n'y a pas encore tout cet ancrage. Et au bout au fur et à mesure des années, des expériences, des réussites, des échecs aussi, ça a permis à chaque fois de me reconnecter à ce qui m'anime vraiment. Et puis de pouvoir venir, comme je te disais, la première fois avec beaucoup de stress et de timidité. Mais là, aujourd'hui, avec beaucoup d'enthousiasme et j'étais même pressée de pouvoir partager. Donc, quand on est aligné à sa mission, c'est ce qui se passe. Et tu as bien compris l'importance de raconter son histoire et justement, comment ça t'est venu de te rendre compte que c'était important de se raconter à travers ce que l'on fait? Le storytelling, comme on dit aujourd'hui. Ouais, en fait, moi, j'ai un parcours qui est particulier parce que j'ai eu plusieurs vies, on va dire. Ce que je fais aujourd'hui n'est pas lié à ma formation, n'est pas lié à ma formation de base. Donc, ça veut dire que la légitimité, il a fallu la rechercher au travers d'autres choses et notamment au travers d'un parcours qui est plus lié à l'expérience hors parcours académique. Ouais. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver là aujourd'hui parce que j'ai su à chaque fois transformer ce que j'ai expérimenté pour le mettre au service de ce que je développe par la suite. Et c'est vrai que je rencontre souvent des femmes qui ont ce complexe de ne pas avoir fait les bonnes études, de ne pas être allées loin dans les études et qui se disent je ne suis pas légitime. Et c'est moi, tout mon travail, c'est de les amener à prendre en compte leur parcours pour ce qu'il est, mais vraiment dans son entièreté, de se rendre compte qu'en fait, dans différentes expériences, même au travers, par exemple, de la vie de maman ou au travers d'initiatives dans le cadre de l'associatif, etc., elles ont développé des compétences. Et qui ont leur poids, qui ont leur valeur, et en prenant conscience de ça, ça leur permet en fait de se positionner là où elles veulent se positionner avec ce qu'elles ont et pas avec ce qui leur manque. Alors justement, c'est marrant parce que dans ton dossier de presse, alors tu mets une photo de toi lorsque tu étais toute jeune, tu dis « Je rêvais de vivre à New York, de fonder une famille, de devenir maîtresse d'école, journaliste sportive aussi, adopter des orphelins ». Et puis tu dis spoiler alerte, j'ai rien fait de tout ça. C'est faux, mais ça c'est très parlant. En quelques mots, en quelques lignes. Alors, ces rêves d'enfant dont tu t'es éloigné au fur et à mesure du temps, est-ce que des fois ça te revient? Est-ce que tu te dis en fait je rêvais de devenir ça et en fait voilà ce que je suis devenue aujourd'hui? Mais en fait, oui, quand on est enfant, en fait, déjà on rêve beaucoup. On imagine beaucoup, on se projette. On se projette beaucoup, en vrai, avec beaucoup plus de légèreté que quand on arrive à l'âge adulte. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, j'ai dit que je rêvais de vivre à New York, que je rêvais de fonder une famille, je rêvais d'être journaliste sportive. Et en fait, non, j'ai rien fait de tout ça tel quel. Ouais. Par contre, c'est quelque chose qui a toujours été là et qui m'a toujours drivé dans ce que je fais et qui m'a permis de réaliser, on va dire, ces rêves-là. Mais sous une autre forme. Par exemple, je ne suis pas journaliste sportive, mais sur Instagram, je reçois des parcours inspirants que je vais interviewer, par exemple. D'accord. Alors, pas forcément sportifs, mais
qui correspond à ce que moi j'aime faire, c'est-à-dire comprendre comment les gens arrivent à réussir ou arriver là où ils arrivent et de le partager à d'autres personnes. Et voilà, même l'univers des enfants, la première marque que j'ai créée, elle est totalement en lien. Donc en vrai, tu savais déjà, mais c'est juste, en fait, tu savais ce que tu voulais, mais après, c'est plus la direction que tu connaissais pas. C'est ça. Et après, avec le parcours voilà, la vie, elle est jamais telle qu'on l'a imaginée. Donc c'est aussi de rester à l'écoute de ce qui se présente pour quand même faire son bout d'expérience et à un moment donné de se dire ok, il faut pas que j'oublie ce que j'avais vraiment envie de faire et de pouvoir quand même m'autoriser à le faire même si ça prend pas la forme de ce que j'avais imaginé étant enfant. Ouais, c'est marrant, quand j'étais enfant, je le partageais avec toi parce que ça me revient. J'étais tellement bavarde que mes frères et sœurs m'appelaient journaliste. Donc, tu vois, c'est c'est marrant. Alors, pour en revenir à ton parcours, Niakhaté Sissoko, tu es né dans le 95, dans une famille originaire du Mali. Tu es la troisième d'une famille de 15 enfants, plein de neveux, des nièces et beaucoup de responsabilités depuis ton jeune âge. Ça a été la source d'inspiration, la première en tout cas, pour lancer ton premier business. Tu nous racontes un petit peu cette période de ta vie? Quand j'étais plus jeune, ouais, c'est ça? C'est ça. Oui, en fait, très grande famille de 15 enfants. Et quand j'étais plus jeune, j'étais assez consciente, assez adulte Mature. Dans ma tête. Et qui faisait que tout de suite, j'ai pris conscience de mes responsabilités. Alors oui, les parents attendent des choses de nous, mais c'est moi-même qui me suis mis aussi cette responsabilité de me dire, OK, là, il y a des personnes qui sont derrière moi. Je vais devoir les aider à réussir, en m'aidant moi-même à réussir en étant enfant. Et tout de suite, j'ai eu cette conscience de me dire, ils vont me regarder quand je vais faire les choses. Donc, j'avais ce besoin d'exemplarité. Ouais. Ce besoin d'exemplarité, de me dire, le chemin que je vais créer va leur permettre à eux derrière de pouvoir mieux avancer, mieux réussir, parce que je n'ai pas grandi dans des conditions de luxe. On a grandi dans la pauvreté, pour être honnête. Et, la première fille ou La deuxième fille, mais la troisième. J'ai un grand frère. D'accord. Donc voilà, après, on fait partie des aînés, donc il y a cette responsabilité-là. Et ça m'a permis non seulement de me dire, OK, comment je fais moi pour leur permettre à eux de mieux faire. Et en fait, j'ai élargi cette vision bien au-delà, parce que ça concerne pas seulement mes frères et sœurs, mais ça va concerner en fait toute une génération qui va arriver derrière et qui m'a fait en fait avoir besoin de, on va dire, déblayer le chemin pour les personnes après. OK, si j'ai pas de modèles de réussite qui ont fait ce que je fais, moi, je vais devoir le faire. Donc, voilà, quand il y a un chemin qui est pas ouvert, en fait, moi, c'est pas je vais pas me dire, OK, j'y vais pas. Je vais me dire, OK, il va falloir construire la route, quoi. Et du coup, ce que tu fais aujourd'hui dans au niveau de l'entrepreneuriat, le fait d'accompagner les femmes, ça vient aussi de là, parce que tu as accompagné tous ces frères et sœurs, ces neveux, ces nièces, tous ces enfants qui gravitaient autour de toi à cette époque-là. En tout cas, il y a cette notion d'éducation qui a toujours été là. Ouais. Cette notion d'éducation où l'idée, c'est de pouvoir apprendre, de pouvoir exploiter son intelligence sous toutes ses formes, l'expérience sous toutes ses formes, et d'être dans cette notion de transmission. Et c'est vrai qu'au niveau des femmes, je suis dans cette notion aussi de transmission. C'était pas au départ un positionnement que j'avais, même quand j'ai commencé à accompagner, j'accompagnais tous les profils. Et en fait, c'est venu au fur et à mesure que j'ai accompagné les femmes, que quand on travaille justement sur leur mission de vie, on revient sur ce parcours et ce qui fait qu'elles ne s'autorisent pas à vivre la vie qu'elles veulent. Et on en revient toujours à cette réalité de femme, à ces injonctions de femme, à ce conditionnement de femme qui a fait qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai dû faire face à ça très jeune. Ouais. Et de me dire que, OK, moi, j'ai réussi à lever certaines barrières pour pouvoir quand même m'accomplir professionnellement. Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir, en fait, à un moment donné, se dire, OK, là, je ressens un appel. Les femmes, il y a un sujet. Et l'idée, c'est de pouvoir les aider et de pouvoir construire cet écosystème pour qu'elles puissent, elles aussi, réussir au même titre que d'autres personnes. En 2001, tu te lances dans le sport, et pas n'importe lequel, le taekwondo. Tu avais 17 ans. Et en moins de 5 ans, tu deviens championne de France et ceinture noire de première dan. Alors, qu'est-ce qui te motivait à l'époque? Et parle-nous un peu de cette période de sportive et de championne. Championne de France, c'est pas rien quand même.
Non, c'est pas rien. J'ai mis du temps à me rendre compte que c'était pas rien. Pour moi, C'est c'était vrai? une étape. Ouais, je vais raconter un petit peu, mais j'ai commencé à 17 ans. Moi, j'aimais bien le sport. Je faisais du badminton avant et Oui. j'ai commencé le taekwondo parce que mon frère en faisait. Donc, c'était une découverte en même temps. Les sports de combat, on a grandi dedans avec mon père qui regardait beaucoup de vidéos de combat, etc. Et donc, pour moi, en fait, c'est un univers que je connais. Et le fait d'évoluer au départ pour le loisir, c'était pas surprenant pour moi. Mais après, comme je suis quelqu'un qui évolue vite Ouais. et qui a ce qu'on appelle l'intelligence kinesthésique, c'est-à-dire que au niveau du sport, je sais, j'apprends vite, je me développe vite. Donc effectivement, j'ai tout de suite fait de la compétition parce que j'ai tout de suite évolué. Et au départ, j'ai eu une blessure avant d'être championne de France. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le processus, ça m'a permis de construire un parcours, on va dire vraiment de zéro, avec la notion d'entraînement, avec la notion de résilience, de patience, parce qu'il faut se rééduquer. Ouais. Moi, j'ai dû réapprendre à marcher, j'ai dû réapprendre à courir, et de passer par ce processus-là pour arriver justement à un moment donné au niveau de championne de France. Bah, en fait, ça m'a permis de prendre conscience, voilà, que c'est pas de la chance, c'est pas, je suis pas là par hasard. Il y a eu un parcours où j'ai dû aller la chercher en fait, Ouais. cette victoire. Et une fois que je l'ai eu, ben, ça m'a permis de me dire, ok, je peux atteindre des objectifs élevés. Et derrière ça, ça m'a permis en fait de me dire, ok, je ressens ce besoin d'accomplissement et de pouvoir aller plus loin. C'est vrai qu'elles sont géniales, les valeurs du sport pour pouvoir s'ancrer et pouvoir avancer dans la vie. Dans l'entrepreneuriat notamment, alors oui, effectivement, on dit que le, Le le- le sport, c'est l'école dépassement. ouais, c'est l'école de la vie. Et c'est vrai que on le voit aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat. Il y a les personnes qui ont fait du sport ont Ouais. cette résilience qui ressort de manière plus naturelle parce que on a appris justement, j'expliquais ce processus d'entraînement. On sait que La pour réussir, discipline. on sait que pour réussir, il faut s'entraîner. On sait que pour réussir, il faut avoir des objectifs. On Ouais. sait qu'on aura une obligation de résultat auquel on peut pas déroger, auquel on est obligé de se confronter. Et aussi, il y a aussi cette révélation de potentiel. Mmh. C'est-à-dire que dans le sport, bah, justement, pour arriver à être championne de France, ben, il y a quelque chose qui se révèle en termes de capacité, en termes d'énergie, et qu'on va mettre au service d'un objectif ambitieux. Et en fait, oui, ça nous entraîne pour la vie quand on sait comment ça fonctionne, en fait. Donc, on est entraîné pour ça. Et justement, une jeune femme africaine de 17 ans qui décide de se lancer dans un sport de combat. Tu disais que ton père était un fanat de sport de combat. Donc, je pense que lui, il a dû valider. Mais en tant que femme malienne, comment c'était perçu dans ton Tu entourage? mets les pieds dans le plat. Là, je connais, hein. On est passé par là, non? Ouais, non, non, mais alors, c'est vrai que mon père, je n'avais pas forcément discuté avec lui, mais quand, en tout cas, j'ai été championne de France, je me rappelle, j'étais passée dans les journaux. Il avait découpé mon article dans les journaux, il l'avait mis dans sa poche et à chaque fois qu'il allait quelque part, il le montrait Ah aux, ouais. aux gens. Donc, il y avait cette fierté. Et ma mère, oui, c'était un sujet parce que, en fait, moi, je m'entraînais tous les jours. C'est-à-dire que Ouais. tous les soirs, moi, j'allais à l'entraînement. Donc, ma mère, des fois, elle me disait, tu vas où? Je dis, ben, je vais m'entraîner. Elle dit, mais tu vois pas, il y a ça, ça et ça à faire. Et en Elle fait, rentre dans la cuisine. non, mais c'est ça. Et en fait, c'est là où je vois en fait que à ce moment-là, en fait, il y avait des décisions que j'avais besoin de faire pour chercher ma direction, pour avancer dans ma direction. Et en fait, c'est les moments un peu de rébellion, de dire, bah Ouais. non, j'ai un entraînement, donc ça, il y avait des tensions. Et en plus, après, je me suis blessée. Donc après, à un Ça moment forge le donné, caractère, tout ça, non? en tout cas, ça permet d'apprendre à choisir sa direction à des moments parce qu'on est toujours confronté à ça et on a tout le temps des moments où soit on se choisit, soit on choisit les autres. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai toujours été dans ce tiraillement où il y a des moments où je me suis choisie, mais avec beaucoup de culpabilité, par exemple, parce que oui, il y a ma mère qui m'entend un petit peu au tournant pour jouer mon rôle de De femme au grande foyer, on sœur. va dire. Et alors que moi, j'ai toujours été attirée par l'extérieur, d'aller explorer. J'avais conscience qu'il y avait tellement de choses à accomplir que c'est là-bas où j'avais envie d'aller. Et en fait, du coup, ça t'a challengé et est-ce que tu avais une obligation de réussir, justement? Je me suis mis cette obligation-là, du coup. Parce que je me suis dit, bon, en tout cas, si je choisis cette voie et si en plus, on n'est pas forcément. Il n'y a pas forcément le soutien, on va dire, favorable. Et dans l'entrepreneuriat, j'ai aussi été confrontée. Je me suis dit, OK, je sais qu'on va un peu m'attendre. Donc, je ne peux pas me permettre.
Et surtout qu'en plus de la famille, du sport, il y a l'école également aussi? Ouais, et l'école, moi, j'ai jamais aimé l'école, je le dis en toute transparence. Où tu te sentais pas à ta place, je suppose? Je comprenais pas le système tel qu'il était, en fait. Moi, Ouais, j'ai toujours été attirée par l'expérience et en fait, on apprenait les choses de manière trop théorique ouais, et avec du recul, j'aurais dû faire de l'alternance plus tôt, par exemple, ou choisir un parcours où j'allais j'étais plus terrain. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été un peu frustrée du système scolaire. Là, aujourd'hui, j'enseigne à l'université, là où j'ai été. Et mmh. c'est comme un petit peu C'est un. assez fou. Qu'est-ce que tu enseignes? J'enseigne plein de matières, mais c'est une filière de commerce bio et développement durable. Donc, Ouais, c'est important pour moi parce que toujours, il y a cette question de valeur et cette question de comment est-ce qu'on fait différemment dans le monde. Et ouais, après, j'enseigne plusieurs matières. J'enseigne de la communication, de la stratégie d'entreprise. Il y a aussi projet professionnel et personnel. Donc, tout ce qui va être lié aussi à comment on travaille aussi sa posture, parce que moi, c'est vraiment ma spécialité. ouais. Et c'est important pour moi de pouvoir l'apporter à un âge assez jeune, d'avoir cette part aussi où plus tôt on a conscience de ses capacités, de ses ressources, et Ouais. plus tôt on va pouvoir choisir sa voie et pas attendre 40 ans pour se révéler en fait. Et ironie d'histoire, dans le lycée où tu étais? Ouais, l'université où j'ai été, L'université, ouais, pardon? symboliquement c'était important pour moi. Et justement, le fait que, il y avait un petit décalage entre tes attentes et la manière dont on enseigne, est-ce que ça te permet d'enseigner autrement et de transmettre autrement aux jeunes à qui tu enseignes? Ah oui, 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 complètement. Et c'est aussi top que j'ai cette carte blanche, parce que c'était important pour moi d'être libre de pouvoir proposer des expériences aux étudiants pour qu'ils puissent vraiment ancrer les choses, pas que en théorie. Donc ça peut surprendre, mais en même temps, ils y voient le bénéfice et ça fait que en fait, je m'amuse dans mon rôle comment dire, d'enseignante. Et je vois à quel point c'est important parce ils me font ce retour-là aussi de que c'est précieux ce qu'on leur a apporté. Moi, je sais que je suis beaucoup centrée sur le leadership. Donc, le principe du leadership, c'est aussi avoir de l'espace pour prendre sa place, pour s'exprimer. Ouais, Et je me rends compte que cet espace-là, on ne le donne pas forcément aux jeunes. Ils sont très infantilisés. Et puis, voilà, on ne les pense pas capables. En plus, c'est dans une génération où là, il y a une transition où il faut pouvoir se trouver. Et mmh, on les considère comme étant pas capables. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas les ressources pour pouvoir forcément, comment dire, prendre des décisions par eux-mêmes et des décisions alignées et pour pouvoir se positionner dans un environnement où, dans une période où tout va vite, en fait. Et alors qu'ils ont envie. Ils ont très envie, mais il faut pouvoir les outiller pour ça. alors donc le sport s'arrête, aux portes de l'INSEP, en raison de blessures et donc tu vas à Londres. Je vais à Londres. Je vais à Londres dans le cadre de ma licence. Et bah, on parlait du rêve d'aller à New York. Bah, ça a été comme une étape aussi de me dire, ah ça y est, je vais à l'étranger. Et ça n'a pas été si facile que ça, parce que voilà, moi j'étais très présente pour ma famille. Et donc là, ça y est, je pars 6 mois. Ça n'a pas été simple ni pour ma mère d'ailleurs, et pour moi aussi. Mais par contre, oui, la vie à Londres, l'étranger, je tombe amoureuse de cette ville. Mais voilà, d'être à l'étranger, d'être dans un environnement différent, avec des personnes différentes, moi, Une comment autre dire? mentalité aussi? Ouais, une autre mentalité, parce que finalement, ouais, même si on est proche, c'est pas la France. Mmh. Ils sont beaucoup plus, ils se prennent beaucoup moins la tête sur qui tu es, Mmh. et ça te permet en fait d'être juste, de faire ce que tu as à faire et d'être toi, quoi. Et du coup, tu évolues dans des banques françaises, internationales et là, peut-être se retrouver entre 4 murs, on se dit: «Je suis pas à ma place», c'est ça? Au départ, je me disais pas ça parce que quand je suis revenue de Londres, bon, bah, il fallait trouver un travail, j'ai eu une opportunité. J'avais pas forcément pensé à la banque au départ, et je me suis un petit peu laissée porter. Je me suis laissée porter dans l'univers de la banque, je savais faire ce que je faisais, mais c'est là où je me rends compte que le côté entrepreneurial, il est très présent. Parce que Ouais. moi, j'évolue vite, encore une fois, et bah, j'étais force de proposition, et puis bah, je progressais vite, mais dans un milieu comme la banque où tout est assez rigide et avec des protocoles Ouais. et on- assez formaté aussi. Moi qui ai un besoin d'authenticité important, à un moment donné, je me suis sentie Bah, vite bridée. ouais. Heu,
avec des injustices. Je le dis un petit peu, j'ai fini au placard. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est une manière de dire on veut plus que tu restes, mais on te dit pas de partir, mais on te met dans des conditions pour que tu en aies marre. En gros, pour résumer. Donc, Et souvent, l'issue, c'est le burn-out professionnel. si on continue, si on force, si on reste, à un moment donné, oui. Parce que on n'en parle pas, mais alors il peut y avoir le fait de travailler beaucoup qui nous mène en burn-out, mais Ouais. quand on est sous-stimulé aussi, ça peut être compliqué. Moi, j'ai un besoin de stimulation important, Ouais. et je pense que je me suis quand même assez écoutée par rapport à ça, et je le sens tout de suite quand je sens que mon besoin de liberté ne peut pas s'exprimer. Donc, à un moment donné, c'est ce qui a fait que je suis partie ailleurs. J'ai évolué dans d'autres banques, et après, à un moment donné, vers l'entrepreneuriat. Et 8 ans après, tu dis, c'est officiel, je veux divorcer du salariat. Un divorce acté, donc. Et tu prends la direction de l'entrepreneuriat, créatrice donc de mode pour bébé. C'était à tes 33 ans, tu lances Missalia, pardon, accessoires bio pour bébé. Et ça aussi, ça trouve son origine dans ta jeunesse, puisque bah, on disait tout à l'heure, tu as un peu élevé tes petits frères, tes petites sœurs, tes neveux, tes nièces. Et c'est là que enfin, l'idée venait de là, en fait. Oui, c'est vrai que j'avais, avant même de me lancer officiellement, j'avais commencé une activité où je vendais des bavoirs, faits avec du tissu wax, et il y avait vraiment c'était assez simple, hein, c'était en guise de cadeau de naissance, pour avoir un cadeau original, proposer quelque chose de sympa. Parce que moi, je valorise beaucoup, voilà, quand un bébé vient au monde, et pour moi, c'était important. Le premier contact qu'il a quand il arrive au monde, bah, qu'est-ce qu'on lui offre, qu'est-ce qu'on fait pour Ouais, lui, qu'est-ce qu'on ouais. apporte. Et voilà, symboliquement, le cadeau de naissance, en fait, c'est un peu ça. Il va porter ou il va utiliser des choses. Et moi, je me pose déjà ces questions de, OK, qu'est-ce que je lui propose qui va lui servir, en fait. Et donc, j'ai commencé à proposer ça. Et à un moment donné, comme ça avait beaucoup plu et que j'étais en train de divorcer du salariat, Ouais. je me suis dit, bah, OK, je tente. Je tente cette activité, je vois ce que ça peut donner. Et au fur et à mesure d'avoir mis vraiment le nez dans cet écosystème-là, je me suis rendu compte aussi du niveau de pollution au niveau du textile. Ouais. Moi, c'était important pour moi aussi bien dans ce que l'enfant va porter que dans l'environnement dans lequel il va évoluer. Pour moi, tout doit être sain pour lui. Donc, et le côté éco-responsable, ça fait partie du fait d'apporter quelque chose de sain. Et donc, j'ai vraiment voulu créer une marque qui Ethnique et éthique. ethnique, éthique, et qui fait sens en fait dans la manière dont on va être encore une fois éduqué. Il y a toujours eu cette question d'éducation même au travers des vêtements. Ouais. Et voilà, j'ai vraiment voulu créer une marque qui soit symbolique aussi dans sa manière de véhiculer des valeurs. Et puis, au bout d'un moment, ça a été un peu compliqué avec la marque et tu dis: «Je fais mon premier burn-out». Ouais, parce que alors, il est venu à ce moment-là, mais en final, c'est l'accumulation de beaucoup de choses, et qui fait que, voilà, quand on s'arrête pas, quand on se pose pas, à un moment donné, on peut se déconnecter. Et c'est vrai que cette marque, enfin, déjà, l'univers du textile, c'est assez compliqué. Ouais. Voilà, Qu'est-ce qui est compliqué? parce que l'univers du textile, alors, c'est plus dans la manière dont moi je veux apporter les choses. Je veux que ce soit éco-responsable. Et en Ouais. fait, on va dire, se battre contre quelque chose qui est bien installé, en fait, en termes de manière de cultiver les produits, en termes de manière en termes de message. C'est-à-dire que même quand on veut consommer éco-responsable, en fait, on a des habitudes où il y a une facilité. Quand on veut consommer, c'est moins cher. On les trouve un peu à tous les coins de rue quand on veut acheter des vêtements. Et là, il faut pouvoir se frayer son chemin au milieu comment dire, d'une époque où voilà, tout est Et est-ce que industrialisé. tu pas été trop précurseur? Est-ce que cette marque n'était pas trop, parce qu'aujourd'hui, on en voit plein de personnes qui font Oui, et ça. même quand je suis arrivée, ça commençait déjà. Et en fait, aujourd'hui, je suis pas la seule en fait à être frustrée de cet écosystème où en vrai, il y a des choses à faire, mais tout le monde enfin, comment dire, il faut vraiment, faut avoir conscience que ça demande vraiment de se réformer en termes d'habitude et en termes voilà, Et prise de. toucher à tout aussi pour faire connaître sa marque, Ouais, heu, il y a de ça aussi. ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ouais, c'est aussi parce que j'ai été au four et au moulin par rapport à ça.
Et donc, tu dis le fameux coco, j'adore comment tu le formules. 2020, le fameux coco, l'occasion pour moi de faire le point sur ce qui me drive vraiment. Et ça a été le cas de beaucoup de personnes qui se sont remises en question à ce moment-là sur ce qu'elles voulaient pour leur vie, ce qu'elles ne voulaient plus. Ça a été ton cas. Donc, ça a été quand même un événement qui t'a permis de dire, ça y est, je me lance dans cette direction et ça y est, je sais où je veux aller. Effectivement, en fait, moi, ça a été une opportunité de vraiment me poser, parce que c'était pas longtemps après l'épuisement. Et ça a été une opportunité de là m'arrêter et de me dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Est-ce que je veux continuer dans cette marque ou est-ce que je veux évoluer en termes de direction? Et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience que par rapport à l'accompagnement, en fait, j'accompagnais déjà de manière informelle. On venait me Ouais. solliciter, on venait me poser des questions parce que L'entourage, les amis. l'entourage ou les entrepreneurs, en fait, parce que j'évolue D'accord. dans un écosystème Ouais. d'entrepreneurs. Et on venait me solliciter. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant au niveau des compétences, c'est plus parce qu'on a vu ma résilience, on a vu qu'à chaque fois, j'ai passé des caps avec ma marque. C'est-à-dire que j'ai toujours montré ce que je faisais, j'ai toujours montré les rebonds et les caps que j'ai passés. Et c'est ce qui a inspiré et qui fait qu'on est beaucoup venu me voir pour savoir comment est-ce qu'on pouvait faire, etc. Et en fait, de manière informelle, j'accompagnais déjà. Ouais. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à animer, par exemple, un premier atelier Ouais. sur la posture entrepreneuriale, etc. Et en fait, j'étais surprise de la facilité avec laquelle je le faisais. C'est-à-dire que vraiment, C'était c'était naturel, intuitif quoi. et presque inné. Et c'est là où je me suis dit, bon, là, il y a un vrai quelque chose. Et je me suis dit, mais en plus, en vrai, j'ai toujours voulu transmettre. Donc là, en vrai, et on le sent, en fait, quand on est à la bonne place. Et donc, révélation, et c'est parti pour cette nouvelle mission d'excellence. Tu dis entraîner les femmes ambitieuses à révéler leur zone d'excellence et se libérer de leur chaîne mentale pour propulser leurs projets de cœur jusqu'au sommet. Est-ce que tu peux, sans rentrer dans les détails, nous raconter, par exemple, un parcours de femmes que tu as accompagnées qui pourrait, je sais pas, nous faire comprendre un petit peu l'essence et vraiment le fond de ce que tu proposes? Alors effectivement, je peux donner l'exemple d'une personne que j'accompagne et que je mentore depuis un moment qui a une belle, comment dire? Qui a une belle, mission qui est d'accompagner, les mamans dans le fait de se réconcilier avec leur parentalité en faisant un jeu d'enfant. C'est-à-dire qu'elle amène vraiment ce côté, ludique dans sa manière d'élever les enfants et en Ouais. fait, elle se sentait pas du tout légitime. Elle se disait: «Mais pourquoi est-ce que pourquoi moi et est-ce que c'est ma place? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est vraiment là où je dois aller?» Et donc il y a eu tout ce travail à faire en termes de se sentir légitime et ce que je disais tout à l'heure, c'est que, alors en plus elle était formée dans ce qu'elle faisait, c'est ça qui est Ouais. intéressant, mais elle se sentait quand même pas légitime et l'idée c'était d'aller, la reconnecter à son parcours Ouais. et de comprendre en fait derrière qu'est-ce qui a manqué, elle, quand elle était plus jeune et qui fait qu'elle a comme la réponse qu'elle a apportée, c'est justement cette parentalité, ludique. Parce qu'elle évoluait dans un contexte où sa parentalité, enfin, la manière dont elle a Été évolué avec éduquée, ses voilà. Bah, en fait, c'était avec beaucoup de de rigueur, rigueur et de cetera et le poids des cultures fait que, enfin, dans notre manière d'élever, on est un petit peu ouais, dur, on n'est pas dans la communication et cetera et elle a voulu changer ça au point d'en faire sa zone d'excellence. Ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, à chaque fois, la réponse qu'on va donner, ça va être de se dire: «Bah, non, moi, je veux que ce soit plus amusant, la parentalité, je veux que ce soit plus connecté avec les parents, je veux que» et en fait, c'est au travers de son parcours, il a fallu mettre cette conscience pour qu'elle, elle puisse se dire: OK, en fait, je sais vraiment faire ça avec une facilité et en fait, quand je l'apporte aux mamans, elles le ressentent vraiment, en fait. Donc en fait, souvent, c'est parce en qu'on fait, c'est beaucoup de psychologie tout ça et de sens de l'observation, sens de l'écoute, tout est psychologique, oui, effectivement et en fait, c'est beaucoup de comment dire? Beaucoup d'aider les autres à avoir conscience de ce qui est déjà. C'est ouais. ça. En fait, on a Et toi, en fait, du coup, tu fais de la psychologie en gros? c'est ça et en fait, donc je me forme effectivement beaucoup en autodidacte. Je passe ma certification de coach très bientôt. Mais c'est vrai que effectivement, c'est beaucoup d'observation, beaucoup d'attention, beaucoup d'analyse pour Ouais, vraiment, accompagner les femmes en les respectant,
Parce que ce qui est important, en fait, quand on accompagne, c'est pas de projeter sa réalité. Et c'est pour ça qu'on est là pour révéler et pas venir dire, voilà, c'est comme ça. Mmh. C'est vraiment que la personne a pu cheminer selon sa réalité et se réapproprier sa vie, en fait, tout simplement. Alors tu dis mes 4 valeurs intrinsèques, l'excellence, la liberté, l'authenticité, le partage. Pourquoi ces 4 valeurs? En gros, c'est pas vraiment moi qui les ai choisis, c'est dans au travers de mon parcours. Ouais. C'est parce que c'est aussi un travail que je fais, c'est de se prendre conscience, pareil, de ces valeurs qui sont déjà là. En fait, au fur et à mesure de nos parcours, on expérimente des choses qui nous font, ancrer le fait qu'il y a certaines choses qui sont importantes. Encore une fois, parce que c'est ce qui a pu nous manquer. Moi, la liberté, voilà, je l'ai expliqué, hein, on évolue dans des contextes où il y a le poids de la culture, il y a le poids Ouais. de beaucoup de choses. Et bah non, moi, je conscientise qu'il y a tout un besoin d'exploration et j'ai besoin d'être libre pour pouvoir le faire. Voilà, l'authenticité, j'ai ma personnalité atypique et donc bah, c'est important pour moi de faire les choses comme je suis. Voilà, je fais du taekwondo en étant une femme, alors qu'on dit à chaque fois que c'est pour les hommes. Je me rappelle, en cinquième, j'avais pris latin, j'avais pris allemand aussi en termes de langue. Et Ouais. j'ai été beaucoup jugée pour ça, parce qu'on nous a dit, ouais, bon, c'est pas, enfin, qu'est-ce que C'est tu pas vas... très sexy, C'est c'est pas ça? très sexy ou c'est pas très... c'est les gens de ma communauté qui disaient ça aussi, hein, Ouais. c'est pas très noir un peu tout ça, mais bon. Ouais, tu tout bave quoi. Oui, Ouais, oui, c'est exactement. cette Donc, expression-là. c'est ça, il y a toutes ces injonctions. Et en fait, moi, j'aime bien aller là où on m'attend pas, j'aime bien aller là où je connais pas, etc. Donc, et j'ai besoin de pouvoir l'assumer, ça. Mmh. Et effectivement, l'excellence aussi, pour moi, c'est important, mais pas l'excellence dans la pression qu'on se met pour être à un niveau élevé, mais c'est le fait de respecter son potentiel. Ouais. C'est-à-dire que notre potentiel, nous, si on l'écoute vraiment, il nous permet en fait d'accomplir des choses incroyables en fait. Et moi, c'est important au quotidien de respecter ça et de me dire, j'ai conscience de ce que je vaux et je peux pas me permettre de ne pas l'honorer tous les jours. Et derrière le partage, parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi de transmettre. Je ne sais pas garder les choses qui m'ont réussi pour moi et j'ai besoin de le transmettre pour que ça puisse servir à d'autres personnes. On va pas, pour être assez transparente, voilà, on va pas l'emporter dans notre tombe. Donc, c'est important de laisser un maximum de choses aux personnes qui vont venir par la suite et parce qu'on a beaucoup de choses à offrir et voilà, c'est important que ça C'est circule. un bel état d'esprit. Alors, c'est quoi le message aux personnes qui te découvrent, qui découvrent ton parcours, qui aimeraient être accompagnées, qui ont envie d'entreprendre? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, ce matin, Yakale Sissoko? Ce que j'ai envie de leur dire, ça se résume en une phrase, hein, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous dans ce qui vous appelle, écoutez-vous dans ce qui s'exprime. Parce que c'est vrai qu'on est dans un écosystème où il y a, enfin, dans une époque où voilà, on nous projette beaucoup de choses en termes de ce qui est la vie idéale, ce qu'on doit suivre comme mode de vie. Mais en fait, chacun a ses besoins, chaque personne a sa voie à suivre. Et Ouais. c'est important de pouvoir se laisser de l'espace pour écouter ce qui nous appelle et bah, de s'autoriser à se réaliser. Yakale Sissoko est experte en potentiel entrepreneurial, donc n'hésitez surtout pas à la rejoindre sur ses réseaux sociaux si vous voulez qu'elle vous accompagne, si vous voulez discuter avec elle, si vous voulez échanger. Où est-ce qu'on te retrouve, Yakale Sissoko, sur les réseaux? Bah, je suis sur Instagram et je suis sur LinkedIn également. Donc LinkedIn, Yakale Sissoko. Instagram, c'est Luminescence Academy. Et donc, du coup, c'est quoi les projections à plus long terme comment tu te vois dans 5 ans? Moi, dans 5 ans, je me vois bah, créer en tout cas cette académie d'excellence où la femme, elle puisse avoir tout ce dont elle a besoin pour réussir. Ouais. Donc vraiment un écosystème en tout cas de femmes leaders qui réussissent. Vraiment, c'est important pour moi de me dire qui réussissent à vivre la vie qu'elles veulent et qu'elles aient tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et des projections en Afrique aussi, peut-être, non? Bah, ça fait partie. Pour l'instant, moi, c'est vrai que je suis très focus sur les personnes qui sont plus ici, Ouais. parce que je pense que enfin, il faut être prêt à pouvoir se réaliser justement pour pouvoir aller là-bas dans les meilleures conditions. Il y en a beaucoup qui déchantent quand ils vont là-bas. Ouais. Mais effectivement, en fait, il y a aussi quelque chose que je projette, j'en parle pas, mais voilà, qui va être lié à la jeunesse, parce que c'est là où il y a vraiment tout à faire.
Niakate Sissoko est coach et formatrice. Elle entraîne les femmes ambitieuses à révéler leur zone d'excellence et se libérer de leur chaîne mentale pour propulser leur projet de cœur jusqu'au sommet. Ça donne envie de la rejoindre. En tout cas, on te retrouve sur les réseaux. Et merci beaucoup d'être venu nous raconter cette superbe histoire très impactante. Merci de t'être livré sur le plateau d'Espace TV Europe dans les matins d'Aïssa. On se Merci. redonne rendez-vous dans, Dans 8 ans. Inch'Allah, dans 8 ans. Merci beaucoup, Niakate. À très bientôt. À très Les matins d'Aïssa sur Espace. Excellent, Carloudi, le maestro sur Espace TV Europe avec ce super clip Doudat, de belles couleurs du pays de la Teranga. Merci d'être avec nous ce vendredi 13 juin 2025. Il est 11h03. Nous continuons avec une autre histoire intéressante, donc une femme impactante. Oluwafemi Kidjo nous rejoint. Elle est entrepreneur à impact, consultante en branding, speaker, blogueuse et ambassadrice Afrofood. Elle est reconnue pour sa capacité à créer des écosystèmes et accompagner les marques, notamment dans le secteur agroalimentaire. Elle a été distinguée parmi les 40 femmes africaines les plus influentes d'Afrique francophone sur LinkedIn, la classe. Elle est venue nous partager cette histoire. Alors, merci de nous rejoindre. Vous partagez beaucoup de matières impactantes sur ce réseau social qui est LinkedIn, ce réseau professionnel, avoir été récompensé pour vos apports. Qu'est-ce que cela suscite chez vous et quel impact a cette distinction sur vos activités et comment aussi interagissez-vous avec le public? Je vais vraiment apporter l'information subtilement et je le fais sur LinkedIn, c'est vrai, beaucoup, parce que j'aime écrire tout simplement et parce que je pense qu'il y a une communauté qui reste très attentive sur ce média. Donc pour moi, je le prends avec beaucoup de joie et continuer à vulgariser les sujets qui me tiennent à cœur, que sont donc l'agroalimentaire, la food, la tech et l'innovation. Alors, Oluwafemi Kidjo, on le rappelle, multi-entrepreneur, entrepreneur à impact, consultante en branding, speaker, blogueuse, ambassadrice Afrofood. On va expliquer tout ça. On va parler également de tes différentes actions à travers ton entreprise que tu as fondée. C'est Dokunvi. Exactement. Et il y a également l'initiative Women in Afrofood. Exactement. Alors, ton travail se concentre sur l'autonomisation des femmes, le développement de l'Afrique et l'innovation, particulièrement dans le domaine de l'agroalimentaire, donc on Oui. vient de le dire. Dokunvi, ton entreprise, est une société spécialisée dans le soutien stratégique aux marques alimentaires africaines pour leur expansion internationale. Est-ce que tu peux nous en donner un petit peu plus de détails et quels Bien sont sûr. les accompagnements que tu proposes à travers cette entité? Alors, c'est bien déjà d'expliquer pour les personnes qui nous écoutent et qui nous voient aussi peut-être ce que c'est que Dokunvi. Oui, Dokunvi signifie enfant de la richesse en langue fon du Bénin, dont je d'accord. suis originaire. Oui, Donc, lorsque j'ai pensé à créer Dokunvi, je me suis dit tout de suite, j'ai besoin d'un nom où les personnes vont me demander ce que ça veut dire. Comme ça, je vais pouvoir introduire le sujet. Donc, Dokunvi signifie enfant de la richesse et ce qu'on va travailler chez Dokunvi, ce sont les richesses du continent. Les oui, richesses donc qu'on peut transformer. Donc, moi, ça va vraiment se concentrer autour de la cosmétique, de la food, tout ce qui va pouvoir être mis en avant et transformé. C'est là que Dokunvi va intervenir. Et Dokunvi existe depuis 2021 et on a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, nous, la mission, c'est d'accompagner les marques agroalimentaires afro. Donc, je mets Afrique, qui afro-descendants. existe déjà. Parce que l'Afrique, c'est la matrice, de toute façon. Et après, on s'est éparpillé un peu partout. Donc, on a des diasporas qui sont fortes. Et Oui, l'idée, c'est d'aider ces marques à se structurer oui. déjà Donc des marques qui existent déjà. ou qui n'existent pas. Ouais, Voilà, elles d'accord. peuvent être à l'idéation, peu importe le stade, nous on va avoir des parcours dédiés en fonction de, écoute, c'est toujours en idéation, j'ai besoin de mieux penser, de savoir quelles sont les questions que je dois me poser pour pouvoir créer ma marque. Ensuite, on D'accord. a des personnes qui ont déjà commencé, qui ont besoin de se structurer. Et depuis 1 an maintenant, on accompagne des personnes qui sont prêtes à être financées D'accord. du coup, donc à être invest ready, comme on dit en anglais. L'idée vraiment, c'est de dire, on a des ressources, on a des entrepreneurs qui sont prêts, ils ont besoin en face, en fait, d'un écosystème. Moi, je parle beaucoup d'écosystème parce que je reviens, je pense que ça va tourner autour de l'agroalimentaire, c'est pour ça que je prêche ces dernières années. Donc, je vais faire simple, vraiment au niveau de l'expertise, je vais le faire simple. Quand on parle agroalimentaire ou transformation, on va parler de 2 choses clés. On va parler de chaîne de valeur et Oui. on va parler d'écosystème. Souvent, le bas blesse parce que ces deux-là ne travaillent pas ensemble.
Ouais. où l'un est négligé aux dépens de l'autre. Et du coup, Donc, c'est quoi la chaîne de valeur? exactement. Je vais le faire simple. Vas-y, on Une t'écoute. chaîne de valeur en soi, vraiment, on va ramasser ça parce que je sais que vous l'entendez beaucoup, c'est la chaîne de valeur, chaîne de valeur, chaîne de valeur. En fait, une chaîne de valeur, c'est toutes les étapes nécessaires pour finalement transformer une ressource en produit fini. D'accord. C'est tout. Hein. C'est-à-dire Ok. que toutes les étapes essentielles pour pouvoir transformer ce produit ou en tout cas y apporter de la valeur. Donc, ça peut aller de de la production, la transformation, la distribution, la vente, des fois même au-delà. Donc, c'est ce qu'on appelle chaîne de valeur. C'est juste toutes les différentes étapes qui permettent d'arriver au produit fini. D'accord. Maintenant, on parle souvent de chaîne de valeur et on oublie le mot valeur. D'accord. Parce que la chaîne, elle est linéaire, hein, c'est-à-dire que c'est de A à Z. Et on doit ramener le mot valeur dans l'expression chaîne de valeur. Là aussi, le bas blesse. C'est de dire, si moi, je construis une chaîne de valeur aujourd'hui, je veux savoir, la valeur que je veux créer, c'est quoi? Est-ce que c'est plus de rentabilité? Est-ce que Ouais. c'est plus d'impact? Est-ce que c'est plus de revenus pour les producteurs? Est-ce que c'est plus de fluidité? Je me pose cette question au niveau de ma chaîne de valeur. Quelle est la valeur finalement? Ou Quelles quelles sont sont les les valeurs? valeurs? Merci. Que Ouais. je veux apporter. Et avec ça en réflexion, pourquoi on parle de chaîne? C'est que je vais venir optimiser chaque maillon de la chaîne pour aller vers cette valeur-là. Donc, c'est la question de base d'une chaîne de valeur. Donc, comment je la construis et quelle est la valeur que je vais apporter. Donc là, on reste vraiment basique. Hein. J'ai de la mangue, je veux faire du jus. OK, je vais cultiver, transformer, vendre, packager, etc. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que pour qu'une chaîne de valeur soit efficace, il lui faut être dans un écosystème. Dans le Ouais. sens où la chaîne de valeur, elle est linéaire, alors que l'écosystème est circulaire. Donc, je reprends l'exemple de la mangue. Parce que Ouais. j'aime la mangue, Ouais. que c'est la saison. Donc, si je reprends l'exemple de la mangue, j'ai défini ma chaîne de valeur. Peut-être que l'idée, à la fin, c'est d'avoir du jus de mangue. Bon, on va prendre simple. Même si on a d'autres idées quand même. Et du coup, sans écosystème, ça ne va pas très bien fonctionner parce qu'il me faut des producteurs, des Ouais. transformateurs, Ouais. des designers, des distributeurs, des gens qui vont venir, on va dire, faire de la mise en relation. Il me faut des magasins. Il me faut des gens qui vont venir former un écosystème circulaire. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et c'est là un peu que ça commence à bafouiller. Parce que je prends un exemple simple. Je prends Awa, on va prendre Awa, c'est Awa qui me vient, qui veut vendre du jus, qui va vendre du jus de mangue. Donc, techniquement, elle dit, OK, mon écosystème, ma chaîne de valeur, pardon, c'est j'achète mes mangues, ou peut-être qu'elle a son verger, encore tant mieux, mais on va dire j'achète mes mangues, j'aime mon industrie, je transforme, je nettoie, blablabla, j'enlève les pubs, j'écrase, j'aime mon écosystème, j'aime ma chaîne de valeur. Maintenant, là où Awa, elle va venir vraiment mieux rentabiliser sa chaîne de valeur, c'est que j'ai les bonnes coopératives qui vont permettre d'avoir les meilleures mangues et qui Ouais. connaissent mon cahier des charges. D'accord. Me soulage un peu cette histoire. OK. Ensuite, j'ai un très bon packager, ou comment je vais l'appeler, qui va pouvoir me procurer les meilleurs packaging qu'il faut parce que moi, finalement, je fais du jus, j'ai besoin que ça soit en verre, j'ai des conditions à respecter. OK. Lui, il comprend déjà puisqu'il est dans l'écosystème. OK. Tac. Ainsi de suite. Donc, du coup, pour moi, en fait, ce qui fait la réussite d'une chaîne de valeur et de toute cette transformation dont on parle, c'est que chaîne de valeur et écosystème puissent se rencontrer pour être efficaces, pour aller beaucoup plus rapidement. Parce que quand on parle d'écosystème, on connaît tous les enjeux quand on arrive au bout de la table. Ouais. On connaît tous les enjeux. Je sais de quoi tu as besoin. Tu sais de quoi j'ai besoin. Et en fait, on crée beaucoup plus de valeur. Si je prends par exemple Awa, je reviens à la fameuse Awa, qui va transformer le jus de mangue. Ouais. Elle jette les fameux noyaux là. Elle n'en a pas besoin. Quelle est la puissance de l'écosystème là? C'est que parce que bon, après je fais ma petite pub parce que Doc Unvi vise à justement créer cet écosystème. Dans l'écosystème, il y a Aïssa qui fait du beurre de noyaux de mangue. Elle galère. Donc, au lieu de les jeter, je vais les vendre. Aïssa, elle galère. C'est-à-dire que Aïssa, elle s'en fout de la pulpe. En vrai, elle veut le noyau. Donc, Aïssa, comme il n'y a pas de chaîne structurée autour du noyau, elle doit l'exporter de je ne sais où pour faire son truc. Elle doit aller vers chaque coopérative, faire le tour pour avoir son fameux noyau. Ça lui coûte cher, ça lui coûte de l'énergie, tout ce que tu veux. Mais il y a Awa qui est dans l'écosystème, qui jette ce noyau, elle s'en fout. Mais Awa, du coup, de son côté, ça fait moins de gaspillage, si vous voulez, ça fait plus de bien à l'environnement. Et elle peut même vendre ce petit noyau qu'elle jette, apporter de là-bas, elle dit, écoute, Aïssa, moi j'ai les noyaux, je te les nettoie, et puis je te les envoie. Comme ça,
Voilà. Donc, chaque fois que moi, je vais produire mon jus et il me reste les noyaux, tu me donnes ton cahier des charges. Comment est-ce que tu as besoin que tu veux pouvoir le récupérer? Et je te donne les noyaux. Mais Aïssa, elle est contente. C'est bon, Bah parce oui. que si c'était juste une simple chaîne de valeur, on n'en serait pas là. Mais puisqu'il y a un vrai écosystème autour, Aïssa peut maintenant être tranquille au niveau de sa marque de cosmétiques parce qu'elle vend son beurre de mangue et puis c'est parti. Donc vraiment, c'est cette idée que je veux que les spectateurs, en tout cas les personnes qui passent par là, se disent, lorsque je suis dans un projet, parce que moi je vais travailler avec pas mal de projets et tout, et je leur dis, on ne peut pas parler de chaîne de valeur si vous ne pensez pas à faire graviter autour des personnes qui vont pouvoir profiter autant de cet écosystème que autant de cette chaîne de valeur que de l'écosystème que vous allez construire autour. Et c'est ça qui évite le gaspillage. Ouais. C'est ça qui crée de la valeur. C'est ça qui fait des meilleures rentabilités. C'est ça qui crée des entreprises solides. Et lorsqu'on a dans un pays des entreprises solides, on a quoi? On a une bonne économie parce que un pays dont les entrepreneurs finalement font, excusez-moi du terme, je suis encore jeune quand même un peu, du bif, Ouais. bah, ça nous sert parce que des PME solides, ça veut dire une économie du pays qui est solide. Ouais. Donc, tout ça, en fait, finalement, va créer de la valeur qui va se multiplier. Et du coup, puisque finalement, peut-être, Aïssa, elle vend mieux ses cosmétiques, Awa, elle transforme mieux, etc., bah, les coopératives, elles sont contentes. Elles Et- vendent mieux. Ouais. Elles ont des acteurs qui tout ont le monde besoin en de leurs profite, du produits. coup. Tout le monde en profite. Et je vais encore aller. Ah oui, vas-y, Et tu as ça une va même question? au-delà parce qu'il y a le noyau, mais après il y a la peau, il y a les fibres également. C'est exactement ce que je voulais. Tu étais dans ma tête. Tu es totalement dans ma tête. Par exemple, moi, quand on a parlé tout à l'heure, je t'ai dit que je considère la mangue, par exemple, il n'y a pas que la mangue, hein, mais on continue avec l'exemple. Je considère que la mangue, c'est la reine des fruits. Rien ne se jette dans la mangue. C'est-à-dire que quand tu prends la mangue, la peau peut servir comme compost. Voilà. Ouais. Nous, on pense à l'environnement, on ne fait pas n'importe quoi. Ouais. Peut servir de compost. La peau peut servir en infusion. Ouais. La peau, pardon, on parle de tanin en cosmétique parce qu'elle a des propriétés astringentes. Ouais. Donc, tout ce qui est les pores, voilà, tout Ah oui, tout t'as le des super rituel. produits cosmétiques autour de la mangue. Elle est géniale, la mangue. Après, j'ai oublié le nom technique, mais c'est pas grave. Mais ça veut dire que déjà, dans la peau, on a pas mal de choses. Parce que souvent, on se concentre sur la pulpe, Ouais. où on peut faire du jus, des snacks, de la Il y a mangue même des personnes qui séchée. mangent la peau. Hein. Parce que, en fait, et c'est là qu'on revient encore sur l'environnement, tant qu'il n'y a pas trop de pesticides, que c'est bio, on s'en sort. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est-à-dire que rien dans la mangue ne se perd. Je reviens au noyau. Au niveau du noyau de mangue, moi, ça me peine de voir qu'on jette les noyaux. Parce qu'avec le noyau de mangue, il y a un produit rare qu'on n'exploite pas encore. C'est quoi? Le beurre de noyau de mangue. Ah, parce C'est-à-dire que dans que- le noyau, il y a un autre noyau à l'intérieur. Non, qui non. se casse. En fait, dans le noyau, on va aller un peu plus techniquement. Les scientifiques, excusez-moi, je suis scientifique dans la tech. Hein, Elle dans a la cassé food, elle a cassé tes noyaux. Hein. Ah, voilà. Donc, dans le noyau, il y a jusqu'à 18% de matière grasse, normalement, qu'on peut extraire de différentes Ouais, façons. d'accord. Maintenant, souvent, vous allez avoir un produit. Attention, hein, c'est-à-dire que dans l'agroalimentaire, il faut être très attention, il faut toujours lire la compo. Vous allez avoir plusieurs produits, on va écrire beurre de mangue. Attention, des fois, c'est juste un mélange de karité, Ouais. d'argan, C'est d'eau quelques d'olive, pourcentages. parfumé à la mangue. D'accord. Et 80% du commerce, c'est souvent ça. Maintenant, le beurre de noyau de mangue, le beurre est extrait du noyau, en fait. Ouais. C'est pur. Il est extrait du En fait, noyau. c'est une huile à la base. Tu peux faire de l'huile, tu peux faire du beurre. Donc, du D'accord. coup, avec les différents procédés, ça peut sortir du beurre ou ça peut sortir de l'huile. D'accord. Donc, ça veut dire que dans ce noyau qu'on jette, il y a encore de la valeur. C'est-à-dire que lorsque le fruit est pourri là, par terre, donc on a perdu la pulpe, mon Dieu, on a perdu la peau, et puis le noyau, on le laisse aussi. En fait, c'est penser ces chaînes de valeur, penser différents types de business qu'on peut avoir autour, et penser, en fait, finalement, à structurer, à prendre le temps. Je pense que par pays, il y a des pays, si je prends la Côte d'Ivoire, il y a la noix de cajou, il y a différentes ressources, le cacao, etc. café, Lorsqu'on s'asseye, c'est-à-dire Ouais, que ouais. lorsqu'on s'assoit, nous, par exemple, au niveau de la mangue, au niveau des gens étaient impressionnés. Hein. On a fait un e-book. On a dit, OK, écoutez, voilà différents types de... Comment vous pouvez créer un business autour de la mangue. On a recensé 111 idées autour de la mangue. 111 idées business autour de la mangue. 111. Parce que, en fait, c'est pas parce que je veux entreprendre dans la mangue que je dois forcément transformer la mangue. Il y a Ouais. plein de métiers autour. Ce n'est pas parce que je veux faire
je vais utiliser la mangue, je vais forcément que faire de l'alimentaire ou de l'agroalimentaire. C'est-à-dire qu'il y a, dès lors qu'il y a des entrepreneurs qui travaillent déjà à faire les transformations premières, moi je les appelle, mais il y a différents types de business autour qui se créent, en fait, pour valoriser cela. Donc, on est en train de perdre pas mal de choses. Donc, regardez bien, instruisons-nous. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est que les acteurs, donc, parce que forcément, les entrepreneurs travaillent, mais si les institutions s'y mettent aussi et commencent à réfléchir comme ça, bah, la valeur, en fait, elle revient chez nous. Moi, c'est ce qui me frustre. C'est-à-dire qu'on a nos matières premières, elles partent là, ils vont transformer, faire tout ce que vous voulez. Elles reviennent, Ouais. on n'achète plus cher. À prix d'or. Ça nous... On ne sait pas à quoi ça nous sert, honnêtement. Et C'est-à-dire du que coup, ça après, nous... ça ne se vend même pas parce qu'on va acheter des produits qui sont importés, qui sont moins chers, les produits qui viennent de Chine, etc. Et du coup, Et nos on- produits, ils pourrissent sur ils les étals. pourrissent. Alors qu'on a... En fait, on a aujourd'hui... Moi, je disais tout à l'heure à Kissina que les vents sont favorables pour l'afro-food. C'est maintenant, hein. C'est-à-dire que... Et qu'est-ce qui se passe justement? Pourquoi On a déjà une déconstruction qui se fait au niveau du... Je ne vais pas dire du Made in Africa parce que c'est un peu sensible pour moi. Moi, j'aime Made in pays parce que chaque pays va avoir ses particularités. vrai. Il y a quand même 54 pays. Ouais. Mais on a je vais dire, des Africains et des Afros qui sont de plus en plus conscients de leurs ressources. Ça Ouais. commence par là, hein. C'est Ouais. mental d'abord. Et qui Nous aussi, entreprennent dans ce sens. Exactement. Qui ont des Donc, choses à déjà, proposer. il y a une déconstruction D'accord. autour. Ok. Je vais encore aller plus loin. Bon, les panafricains, vous allez aimer ça. Il y a une décolonisation de l'esprit qui se fait aussi, de se dire, bah, en fait, c'est pas parce que ça vient de l'extérieur que c'est forcément meilleur. Donc, on a un peu plus de, je vais pas dire de jugeote, mais on réfléchit mieux dans le bon sens, on se déconstruit, on a un amour maintenant profond pour ce qui vient de chez nous, on veut le mettre en avant. Donc, déjà, le changement, il vient pas forcément des autres d'abord, il vient de nous-mêmes, nous, Ouais. afro, Ouais. qui, en fait, avec fierté, tu vois, on porte en fait nos couronnes, on porte nos projets, on porte nos ressources avec fierté et de se dire, mais c'est comme moi, je prends souvent l'exemple du matcha et du moringa. Ouais. Je dis, mais écoutez, si on se réveille, le matcha, le moringa peut être beaucoup plus que le matcha aujourd'hui. C'est-à-dire que la communauté asiatique, ok, ils savent mettre en valeur leurs produits, mais c'est de dire que demain, on peut élever nos superfoods parce qu'on a de très bons superfoods, hein. C'est-à-dire que quand on rentre dans les réunions maintenant, diète, manger sain, etc., tu vas voir qu'ils vont glisser du baobab dedans, ils Même vont toutes nos glisser farines. des farines. Toutes les farines. Ouais, on m'a apporté par exemple des biscuits boutons là, qui venaient du Bénin, Ouais. avec de la farine de riz ou de mil. Mais c'est incroyable. On a trop, en fait, quand tu t'assois et tu te dis, mais on a trop de ressources, qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas là. C'est-à-dire que, waouh, on a tout ça. Et en fait, si on ne le fait pas, moi je le dis toujours, hein, si vous ne le faites pas, on va le faire pour vous. Après, vous allez vous plaindre. Et en fait, il n'y a pas à se plaindre. C'est comment est-ce qu'on agit, être toujours dans l'action. Parce qu'on a ces ressources. C'est-à-dire que moi, je trouve ça utopique. Ces personnes qui créent de la valeur en griffe autour de ces produits, ils n'ont même pas ces produits chez eux. C'est quoi notre Ça a été le excuse? cas du karité, notamment dans l'industrie cosmétique. Partout. Moi, je fais un shout-out d'ailleurs à Caritic, qui fait un très bon travail autour du karité du Bénin. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller regarder. Mais en fait, c'est aberrant. Ils n'ont même pas les ressources chez eux. Et puis, ils viennent multiplier la valeur par 1000. Et on est tout content, hein, tout content. Et on a à proximité cette valeur-là, soit qu'on néglige, soit qu'on ne transforme pas bien, soit qu'on ne met pas assez en avant. Et aujourd'hui, on a une chaîne de valeur. Moi, ça peut peut-être choquer les gens, mais aujourd'hui, on doit utiliser le fait que la diaspora se soit retrouvée dans différents coins du monde. On doit pouvoir l'utiliser comme une force. Parce que ça veut dire qu'une fois qu'on a les entrepreneurs locaux qui ont bossé, qui ont travaillé, on a des ambassadeurs qui maîtrisent. Pour promouvoir les produits. Exactement. On a ces ambassadeurs-là parce que moi, je prêche pour des locaux et une diaspora qui travaillent ensemble, finalement. C'est-à-dire que nous, on a l'avantage où, moi, j'aime prendre un exemple, j'aime dire, mais attends, on prend certaines nationalités, tu vas dans un pays, tu les vois, ils sont partout. Je dis, mais ça, c'est une force, en fait. C'est-à-dire que demain, Aïssa, elle est peut-être au Sénégal, elle a sorti sa marque de cosmétiques, elle veut pouvoir le populariser, je ne sais où. Bon, la France, ok, classique, mais elle veut pouvoir le populariser, je ne sais pas moi, en Asie, dans d'autres pays, etc., qu'on ne voit pas, mais elle est sûre de pouvoir trouver
des maillons forts de la diaspora pour pouvoir propulser son produit. Donc, c'est-à-dire que c'est une force, en fait, qu'on est en train de Ouais, et créer. puis on est en train de réveiller aussi cet élan de solidarité parce que pendant des années, et puis après, c'est vrai que moi, c'est des termes que j'aime pas trop utiliser Ouais. parce que ça nous dessert de dire Mm. toujours oui, mais l'Africain, il est Non, pas non. solidaire, mais l'Africain, il est Ça jaloux, nous mais empêche de ceci, mais penser cela. solution. C'est ça. Ouais. Donc, c'est pour dire que, en fait, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais on a tous les signaux qui sont ouverts là. Mm. On commence à avoir une diaspora qui est de plus en plus présente dans des instances de décision, une diaspora qui est de plus en plus influente, une diaspora qui porte de plus en plus la voix. On a des entrepreneurs locaux qui influencent de plus en plus, qui clament ce qu'ils veulent, qui veulent un écosystème qui soit solide pour pouvoir entreprendre. Mais citez-moi un seul truc qui soit défavorable où on ne peut pas trouver de solution. Et surtout que partout dans le monde, les personnes commencent à s'interroger sur leur manière de manger. On est vraiment dans une ère où tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on mange. Et qui D'où veut ça donner un vient, peu de la ça donne la valeur force à qui? C'est ça. On commence à se poser cette question. Ouais. Et moi, j'aime prendre l'exemple du sans gluten. Est-ce que l'Afrique a attendu quelqu'un pour être sans Mais gluten? c'est ça. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que quand on prend toutes nos céréales, je suis désolée, quand on prend toutes nos céréales en matière de sans gluten, Même nos grands-parents, ils mangeaient sans gluten. on est où là? Et du coup, on attend que d'autres viennent transformer ces céréales pour nous. Parce que moi, je suis intolérante au gluten, par exemple. C'est là Ouais. que mon portefeuille il souffre. Je Mm. me dis, wow! C'est-à-dire que quand je regarde chaque fois, je me dis, mais il me faut une marque afro. Moi, je suis très black owned, une marque qui transforme. Mais il y a tellement de choses à faire. Et je donne pour des personnes qui passent par là. Il y a un segment qu'on n'occupe pas assez. C'est le segment du petit déjeuner. Moi, je ne vous vois pas. Je ne vois pas. Ouais, parce parce qu'on a qu'on n'en trop fait d'idées pas. reçues en se disant on n'a pas de petit déjeuner On en peut, on peut Afrique. entreprendre. En fait, moi, je dis, les personnes qui sont passées avant nous, ils ont travaillé à nous ouvrir la voie. Il faut continuer le chemin. Il faut continuer. C'est-à-dire que les péripéties qu'ils ont eues, on en a de moins en moins. C'est-à-dire Ouais, qu'ils c'est ont vrai. travaillé, au moins, même s'ils n'ont pas totalement ouvert, ils ont entrouvert. Mm. Tout petit peu. Donc, on ne peut pas tout le temps être dans la plainte, etc. On a des signaux qui sont ouverts. Maintenant, c'est à nous de se dire où est-ce qu'on se positionne. Et aussi, cette déconstruction, elle passe par là. Si je décide d'entreprendre dans un secteur, qu'est-ce qui m'en empêche en fait? Je ne sais pas. Quand je rentre dans... Je ne sais pas si lorsque vous allez au supermarché peut-être ce soir ou demain, allez dans le rayon petit-déj et citez-moi une marque afro que vous avez trouvée. Ouais, il y en a zéro. Ça n'existe pas. On parle par exemple sur Doc-Movie, on a beaucoup parlé de baby food parce que c'est aussi un segment. Mm. On peut être là. On a parlé de mangue, mais on parle de purée aussi. On parle de pas mal de choses au niveau du segment baby food, par exemple. On a tellement à apporter. Il y a des marques qui font du travail. Je pense qu'il y a Lionceau au Sénégal, il y a d'autres marques et tout. Mais en fait, par exemple, le segment du baby food, c'est-à-dire que des fois, moi, je rencontre des gens, je dis, mais on cherche des idées de business, on sait pas. Je dis, Baby alors là, idée de business, ok. Il y en a tellement. C'est juste que des fois, peut-être, on se dit, on se sent pas légitime à aller dans tel ou tel truc, ou on n'a pas l'opportunité de le faire. Franchement, je ne sais pas. Mais il y a des segments où je pense qu'on peut ramener l'Afrique haut et fort. Comme les Asiatiques, ils ont ramené leur sauce, ils ont ramené pas mal de choses. Maintenant, finalement, tu ouvres un frigo sur 4, il y a une petite sauce soja qui traîne quelque part là. J'en sais rien. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à penser grand. Et peut-être ça va choquer encore les gens, mais moi, je dis, mais il faut coloniser les assiettes. Allez là. C'est-à-dire que par semaine, au moins, on doit se dire, si par exemple on est en France, on doit arriver au stade où au moins, on mange au moins africain une fois par semaine. C'est possible. Mais qu'est-ce qui a affûté ton œil, toi, justement? Pourquoi tu arrives à déceler toutes ces opportunités qu'est-ce qui... Je pense que c'est déjà la passion. Je suis très passionnée par ça. C'est vrai que de base, je suis ingénieure en informatique. Hein. De base, je viens du monde de l'informatique. D'accord. Mais je vais vous parler de ce qui, moi, m'a choquée. Donc, je suis née au Bénin. Je suis arrivée en France, du coup, il y a 10 ans pour mes études. Et je me rappelle, donc moi, j'étais à l'université dans une école d'ingé. Donc, on est melting pot. Hein. Il y a des personnes qui viennent de toutes partout. parts. Et je me rappelle, un jour, chacun devait faire un plat de chez lui. Un beurre? Un plat de chez lui. Donc, on doit ramener, présenter. OK, tranquille. Première fois, j'arrive en France, on est allé, je ne vais pas citer le nom de l'enseigne, on est allé au supermarché. D'accord. Donc, j'étais avec un Italien et j'étais avec un Coréen. Donc, on est arrivé au supermarché. Première fois pour moi, hein, première fois. J'arrive, on dit il faut aller dans le rayon du monde. Je dis, tranquille, allons-y. J'arrive dans le rayon du monde. Stupéfaction. Ouais. OK, attendez, parce que moi, je me suis rendu compte de plusieurs choses, mais devant ce rayon, moi, j'étais choquée. J'ai dit, mais on est où? Nulle part, en fait.
franchement, et c'était, Surtout à l'époque. je pense, ça fait un petit moment maintenant. Mais j'étais abasourdie. Au moins, le Coréen à côté de moi, il a pu trouver des petites choses vite fait. Bon, il s'est plaint aussi un peu, mais on n'était pas dans la même cour là. J'ai rien vu. Je me rappelle que ce que j'avais vu, c'était plutôt Des produits antillais qui venaient. antillais un peu maghrébins, etc. Ouais. Je me suis dit, mais... Parce que moi, directement, c'est vrai que j'ai pensé Afrique de l'Ouest, par exemple. J'ai dit, mais attendez, on est où là? Franchement, j'ai été choquée. Et là, j'appelle une amie, je lui dis, bon, moi, on m'a demandé de faire un touch au supermarché. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de marque ici ou c'est comment? Elle dit, ah, mais il faut aller à Château-Rouge. Qu'est-ce que toi, tu fais là? Je lui dis, ah, d'accord. Première fois aussi que j'arrive à Château-Rouge. Sans aucune péjoration. Hein. J'arrive, je lui dis, ah, et j'étais avec mes deux amis. Hein. On arrive ensemble. Je dis, ah, ok. Après, je comprends, il en faut tout. Mais moi, à ce niveau-là, avec mes amis autour de moi, on est des ingés, on est des trucs. Je me suis dit, mais il n'y a pas de marque qui se positionne. Je me suis posé la question en rentrant chez moi, mais pourquoi je n'ai pas trouvé de marque agroalimentaire? Est-ce que ça veut dire qu'elles n'avaient pas leur place là? Enfin, qu'est-ce qui se Parce qu'en passe? fait, toi, tu parlais de tout, du conditionnement, du packaging et Tout. tout. Parce que quand tu arrives à Château-Rouge, je pense que tu as trouvé les produits dans des sachets ou. Oui, à et je peser et juge tout. pas, il en faut pour tout le monde, c'est vrai. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais du coup, est-ce qu'on n'a pas de marque agroalimentaire? Hein? Si on en a, pourquoi elles ne sont pas dans ces rayons? Ouais. Parce que tout le monde va là-bas faire ses courses. Pourquoi moi, je dois m'extraire de cette... Franchement, je suis rentrée chez moi, je me suis posé 10 000 questions. C'est comme ça que cette famille est née, du coup. Je me D'accord. suis posé Ok, des questions, très bien. posé des questions. Et c'est comme ça que j'ai créé Doc Unviv, pour pas rentrer dans les détails. Parce que pour moi, en fait, un entrepreneur, quand on commence vraiment une initiative, on ne le fait pas forcément tout de suite pour se dire on va devenir riche, on va gagner de l'argent. Mais c'est parce qu'il y a un problème qui nous tient tellement à cœur qu'on se dit non, il faut faire quelque chose. Il faut commencer quelque part. Et vraiment, c'est de là qu'est venue l'inspiration. J'ai commencé à m'intéresser à nos ressources. Et c'est pas du tout compliqué. Hein. J'ai commencé à m'intéresser à nos ressources. J'ai commencé à regarder autour de moi. Et c'est comme ça que je suis devenue brand stratégiste, en fait. Parce que je me suis dit, moi, je veux participer à changer le storytelling. Je veux participer à changer la narration. Je veux pouvoir me dire, on peut... En fait, ça a commencé comme ça. On peut faire de l'afro-food premium. On peut faire de l'afro-food bien packagé. On peut faire de l'afro-food bien tracé. On peut retrouver de l'afro-food dans les meilleurs endroits. On peut retrouver de l'afro-food... C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment dans cette conception de se dire, pourquoi est-ce que je vais me cantonner là où vous voulez bien me mettre? Ouais. Non, nos produits sont bons, ils sont excellents, ils ont de la valeur. Il faut raconter une autre histoire. Et c'est comme ça que pour moi, c'est devenu finalement un soft power. C'est de dire comment utiliser de l'influence douce finalement pour pouvoir ouvrir certaines portes. Et beaucoup de communautés l'ont fait. Donc quand on fait des recherches, on se rend compte. Là, on commence à parler gastrodiplomatie. Nos chefs le font très bien. C'est-à-dire que moi, je parle d'influence douce. Je ne vais pas te forcer à manger quelque chose que tu ne veux pas. Par contre, je peux t'influencer. Tout doucement, je peux t'influencer. Et tu ne sais pas quand est-ce que j'ai fini dans ton assiette. En fait, c'est le pouvoir du soft power, c'est le pouvoir de la gastrodiplomatie. Une fois que tu vas commencer à me voir partout, une fois que tu vas commencer à te poser des questions, à me voir bien positionné, parce que c'est pas que les gens n'ont pas envie de consommer afro, mais c'est toujours dans les mêmes clichés. Mais demain, si on commence à avoir des marques qui racontent une meilleure histoire, qui montrent la traçabilité du produit, qui disent d'où est-ce que ça vient, qui racontent des histoires. Parce que dans l'agroalimentaire, et je ne vais pas être trop longue, on mange avec les yeux d'abord. Moi, je veux Non, le mais dire aux la entrepreneurs. réalité, moi, souvent, ce que je dis, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui connaissent déjà les plats africains, qui connaissent l'Afrique, qui y vont, qui ont de la famille ou qui ont vécu, en tout cas, ou qui ont des amis qui viennent d'Afrique, qui ont découvert l'Afrique par ce biais. Et en fait, c'est pas ce qu'on voit à la télé. La réalité, c'est que les gens, ils sont prêts aujourd'hui à pouvoir découvrir tous ces produits-là. On le voit, par exemple, tout à l'heure, Kissina citait le restaurant Paris Bamako. Mm. Quand tu vas manger là-bas, il y a pas beaucoup d'afro. Hein. Non, on peut le dire. Moi, je suis sans langue de bois. Hein. Je suis déjà allée manger là-bas à BMK plusieurs fois. C'est clair. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Même j'étais allée à Diasporas la dernière fois. Je regarde autour de moi, je vois ça. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. C'est de dire qu'il y a une cible qui est prête à découvrir. Est-ce qu'en face, vous mettez les propositions qu'il faut? Parce qu'il ne faut pas la décevoir non plus. Hein. Est-ce qu'en face, vous mettez en fait ce qu'il faut? Et moi, c'est vraiment l'excellence. Comment est-ce qu'on peut faire chaque fois pour aller beaucoup plus loin, pour changer le narratif, pour que les personnes deviennent même nos ambassadeurs, quand on va dire demain,
Ah, les cuisines africaines, elles sont trop grasses, elles sont trop épicées. C'est eux-mêmes, il y aura quelqu'un qui va dire, oh, t'es sûr? T'es sûr que tu as mangé ça? Est-ce que tu connais tel endroit? Est-ce que tu connais tel produit? Est-ce que tu connais telle chose? Et ce n'est que par le travail qu'on pourra arriver. Les discours, ce sera bien. Ce sera pour apporter un peu de baume, corroborer et impulser le changement. Mais ce n'est que dans l'action qu'on va pouvoir y arriver. Il vaut mieux, on ne peut pas forcer le respect. Le respect, il s'arrache, mais par le travail qu'on va faire, tout simplement, et qui va parler pour nous. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit moins dans cette virulence, dans ce l'émotion. Non, il faut sortir un tout petit peu de cette émotion et faire. Ça va parler par lui-même, en fait. Donc, on se concentre beaucoup plus sur l'action. On apprend à travailler ensemble. On crée des écosystèmes ensemble. On s'entraide. On met bout par bout. On a nous-mêmes, parce que ça commence par nous aussi, hein, on a nous-mêmes de meilleurs discours autour de nos produits. Hein? Voilà. Et de notre narratif aussi. Attention, parce que je sais que les gens vont dire, ça, c'est que du bissap. C'est que du poivre. Si les Asiatiques pensaient ça du matcha, est-ce que ça allait aller aussi? Non, nous, on se minimise nous-mêmes. Non, là, faut pas, tu vois, ça commence par le discours parce qu'on est les premiers ambassadeurs. Demain, si tu rentres dans une épicerie fine et que tu vois, j'en sais rien moi, il y a beaucoup de produits qui sont de plus en plus premium. Je prends par exemple, parce qu'on parle afro, donc je quitte un peu l'Afrique et je fais un shout-out à nos frères antillais. Je prends par exemple, il y a une marque qui s'appelle Volcanique et qui fait de la vanille déception de Martinique. Je ne connais pas du tout. Du coup, quand tu rentres dans un... Tu rentres dans des gousses de vanille? Oui. D'accord. Ils font un très bon travail, ça s'appelle Volcanique. Et tu vois ta vanille là, à un certain prix. Faut pas te dire que parce que ça vient de là, ça peut pas avoir ce prix. Ça commence par ces billets-là. Tu dois être ambassadeur, parce que ça veut dire que tout le monde peut faire des produits d'exception sauf nous. C'est ce que ça signifie. Parce qu'on va être les premiers à critiquer, c'est cher. Peut-être que tu peux dire, c'est pas pour moi. Chacun sa bourse. Je suis tout à fait d'accord avec Tu peux elle. dire, c'est pas pour moi, c'est un peu trop pour moi. Mais Ça rentre tu dis pas dans mon budget. c'est trop cher. Tu dis pas, oh, mais c'est juste de la vanille. Ah, c'est juste de l'hibiscus. Ouais, parce qu'on sait pas c'est juste du travail qu'il y a moringa. derrière, le parcours que de produire. Mais regarde de Carité, par exemple. Est-ce que tu es déjà allé dans une usine en gris? Je dis usine parce que c'est toujours... Moi, je pour la matière artisanale. Est-ce que tu as déjà vu les femmes qui transforment le Carité? Ça, c'est un travail. La première fois que j'ai vu ça, je n'ai plus jamais négocié une boîte de Carité. Tu vois? Et je veux savoir maintenant, OK, ce que tu me vends là, est-ce que les femmes là sont bien rémunérées là-bas? Parce que quand tu vois ça, c'est impossible. Tu peux pas te lever et venir débattre du prix du Carité quand tu vois comment c'est ultra, ultra compliqué à faire et que ça demande autant de travail. C'est de la valeur, c'est du savoir-faire. Il y a des personnes qui c'est ce qu'on appelle de l'exception, en fait. C'est ce savoir-faire, il est propre à nous. C'est ce qu'on achète aussi. C'est ce qu'on achète aussi. Donc, ça va aussi passer par nos discours parce qu'on est censé être les premiers ambassadeurs. Voilà. Ça me fait penser à une marque de cosmétiques que tu connais peut-être, Salwa Peterson, qui en fait met en valeur le chébé du Tchad. Et je crois qu'elle est anglaise. Et c'est une marque qui est une marque de luxe où elle vend ses produits à 100, 120, 130 euros. C'est son Mais il y a le positionnement. packaging, elle raconte une histoire. Elle m'a envoyé une boîte. Alors, il y a une carte postale qui raconte la trajectoire. Et tu étais fière de recevoir du chébé, ça. l'histoire du chébé. Et en fait, voilà, t'achètes une histoire. Et franchement, son exemple, franchement, son histoire, elle est vraiment géniale. J'ai son image qui me vient en tête, j'ai le visage, mais quand tu as reçu ce produit, tu peux qu'être que... Enfin, on est fiers, on se dit, waouh, Mais grave. ça commence à venir. Peut-être que on a daily basis, la personne en face, au lieu de dire, c'est cher, j'ai peut-être pas les moyens d'acheter celui-là, c'est pas grave, mais tu pousses. Tu donnes la force. Parce que si on continue comme ça veut dire que nos produits, nos marques, elles ont peur d'être premium maintenant. Tu sais que tu as un bon packaging, tu sais que tu racontes une bonne histoire, tu sais que c'est sourcé, tu sais que les productrices sont bien payées. Tu as tout ce qu'il faut pour être premium. Mais nos entrepreneurs, ils ont peur d'y aller. Mais elle vend, hein, parce qu'après, elle a fait des magazines Tu comme m'étonnes qu'elle Vogue, vend. comme Elle. Et ça ouvre la voie. On a besoin de plus. Ça ouvre la voie, ça se dit... On peut avoir des produits d'exception. On peut avoir des produits premium. On a de quoi les avoir. C'est ça. Ce savoir-faire, je suis désolée. Enfin, quelqu'un d'autre va venir prendre la même chose, breveter quelque part là, et puis nous, on est là, on dort. Non.
Alors, Là, on voit bien Oluwa Phoenix est tellement passionné qu'on un peu pourrait trop, parler sinon pendant, on je va vais même durer pas dire 2 des heures. heures, pendant des jours, je crois. Exactement. Alors, au-delà de la société d'Okunvi, il y a Women in Afrofood. Tu nous en parles rapidement. Pourquoi c'est important Très pour toi? rapidement, alors, c'est pourquoi j'ai écrit quand même entrepreneur à impact, parce que moi, j'entreprends d'abord pour créer de l'impact. Lorsque j'ai commencé dans Kunvi, je me suis rendu compte que j'étais en contact avec beaucoup de femmes. Pas pour vexer les hommes, hein, mais si on enlève les femmes de l'afro-food, c'est chaud. Ça commence à chauffer. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est fou, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces femmes? Comment est-ce qu'on peut créer de la valeur? Et comme moi, Et je même en pense Afrique, quand tu regardes aussi celles qui sont dans l'afro-food, les partout, petits, hein. les petits commerces Franchement, dans l'informel et tout, t'enlèves c'est les les femmes. mamans, t'enlèves toutes ces femmes-là qui travaillent l'alimentaire. Bonne chance pour moi, moi, je te le dis, bonne chance. Tu vas Donc, vraiment- je fais ce constat chaque fois, je me dis, mais... Et chaque fois, moi, je pense solution, je pense toujours, encore une fois, écosystème. Qu'est-ce qu'on peut faire autour? Parce que moi, le sujet le plus important pour moi, au niveau de ces femmes-là, parce que nous, les femmes, on est tellement passionnés qu'on oublie un peu le côté business, des fois. Ouais, c'est vrai. Il faut vivre de son art. Mm. C'est pas parce que tu es passionné par quelque chose, un jour, ça va donner quelque chose. Donc, pour moi, l'idée, c'était vraiment de placer au cœur de WINA, donc Women in Afro-Food, l'autonomisation des femmes. C'est vraiment le point central, c'est de se dire, tu travailles dans une industrie qui a de la valeur, tu crées de la valeur. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à construire un écosystème où, au moins, financièrement, tu es autonome? Donc, ça a été l'idée de base de Women in Afro-Food. Et comment est-ce que je rassemble les sœurs de l'écosystème Afro-Food en un endroit? Et troisièmement, c'est du lobbying, hein. Comment est-ce que... Moi, quand je viens seule, je frappe à cette porte. Bon, tu peux m'ignorer. On vient à 100, à 200, à 1000, à 2000, à 5000. Ah, bonne chance, hein. C'est-à-dire que, bonne chance. Donc, l'idée, c'est vraiment de rassembler autour de Women in Afro-Food toutes ces forces. Et Women in Afro-Food, c'est vraiment de la fourche à la fourchette, hein. Il n'y a pas que des chefs, il n'y a pas que des... Voilà, il y a des consultantes, encore une fois, écosystème. Ouais. Et l'idée, donc, c'est aller vers cette autonomisation, mais c'est de peser dans les prises de décision. Parce que moi, ayant fait des projets, plus tu montes, moins c'est féminin, hein, plus tu montes. C'est-à-dire que quand Ouais, tu commences à la transformation du produit, c'est très féminin, les et puis, coopératives, plus tu avances, et les moins tu en femmes. rencontres. Et je me rends compte que maintenant, elles sont où? Ces personnes. Donc, vraiment, au niveau de Women in Afro-Food, c'est vraiment réunir ces femmes africaines et afro-descendantes, parce qu'on a des personnes des Antilles aussi, par exemple, dans Women in Afro-Food. Et petit à petit, travailler sur ces questions, créer de l'impact et faire porter finalement haut et fort la voix, en fait, des femmes dans ce secteur. Voilà, voilà. Alors, au-delà de ces activités à travers notamment la société et cette initiative Women in Afro-Food, cette véritable passion qu'on a entendue, qu'on a vue depuis qu'on a commencé l'émission, c'est vrai qu'on voit cette passion qui t'anime et celui-là t'a amené justement à partager tes connaissances sur différents réseaux. On le disait tout à l'heure via LinkedIn, ce qui t'a permis d'être récompensée parmi les 40 femmes africaines les plus influentes d'Afrique francophone sur LinkedIn. Il y a également le blog Bourré de talent. Tu nous en parles rapidement. Très rapidement, moi, je me considère comme multipotentiel et j'ai toujours eu la sensation qu'on a toujours voulu me mettre dans des cases. C'est-à-dire que là, je te parle Afro-Food. On change d'antenne, on parle de tech, je te parle tech. D'accord. Je suis développeur informatique Ok. aussi. Je te parle tech, je te parle IA, je fais de l'automatisation. Je Ouais. suis tout ça. Ouais. C'est ce qui fait que je suis moi. C'est ce qui fait que je suis particulière. C'est ce qui fait que dans des projets, j'ai une vision transversale. Et du coup, j'ai créé Bourré de talent pour dire aux gens qui me ressemblent, écoutez, on n'est pas obligé de savoir faire une seule chose. Ouais. On peut être tout ça, tous ces talents-là. Ouais. On peut pouvoir Et les puis aujourd'hui, exploiter. c'est devenu presque indispensable d'être Parce multi... qu'on doit s'adapter. Le monde, il change, hein. Mm. Il change à une allure. Et moi, c'est de dire, refusez de vous enfermer dans une petite case là. Ah, moi, on m'a toujours dit, ah, mais Femi, toi seul tu fais Afro-Food, toi seul tu fais de la tech, toi seul tu fais de la mode, parce que je suis très passionnée de mode aussi. Je dis, et alors? Enfin, je sais pas, je peux être Le tout plus ça. important, c'est de bien le faire. On est d'accord. Et Tant c'est que ça je le fais bien l'excellence, du coup. et que je ne suis pas éparpillée et que c'est pas n'importe quoi, c'est tant mieux. Donc, c'est comme ça que j'ai créé finalement Bourré de talent. Et puis voilà, je continue mes aventures. Je parle beaucoup branding, donc je suis experte, je suis brand stratégiste aussi. Donc la création de marque, pour moi, c'est très important. Savoir raconter des histoires, c'est ultra important. Merci, et normalement, merci. Moi, lorsqu'on j'insiste regarde... beaucoup dessus. Non, Parce que mais... moi, je reçois beaucoup d'entrepreneurs. Oui, Et il y en a beaucoup. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand même, pour rester positif et dire la réalité, c'est que ça change. oui, ça Mais s'améliore souvent, beaucoup. quand je ferme le Des micro marques avec un incroyables. entrepreneur qui ne sait pas se raconter, je lui dis, mais
raconte ton histoire, ou quand je vais sur un site internet et que je vois que la personne ne raconte pas son histoire alors qu'elle me la raconte sur le plateau, je dis mais ce que tu viens de me dire là, mais pourquoi on ne le voit pas sur ton site internet? Il faut se faire accompagner, il faut le savoir. C'est comme ça qu'on a des visionnaires autour de nous et c'est comme ça qu'on crée une communauté finalement. Parce qu'ils aiment ce qu'on dégage, etc. Donc voilà. Alors quel message, parce qu'en fait j'ai préparé plein de questions, mais Waouh! t'as répondu à toutes. Non mais Ah, ok. t'as répondu à tout, donc Bah tant mieux, j'en suis ravie. alors déjà ce guide que tu offres, en tout cas une partie du guide, un petit concentré, quelques pages, 10 business, je Oui, crois, c'est totalement gratuit. alors ça c'est gratuit, et puis après il y a la version, Pour les gens qui veulent vraiment créer un business autour, ça rentre vraiment beaucoup plus en profondeur. Et du coup, après, il y a beaucoup plus du consulting, de la mise ouais, en relation. ouais, Et là, peut-être je vais spoiler sur le plateau, mais là, en fait, on est en train de réunir les meilleurs projets dans la mangue ouais, pour en face challenger avec des investisseurs, des fonds d'investissement. Parce que, bah, écoutez, on va pas faire tout ça pour pas pour aller jusqu'au bout, ouais, pour pas financer. Donc, c'est un peu la finalité. Enfin, la finalité. En tout cas, le point, c'est de se dire, on a des personnes qui ont de très bons projets, ils se structurent, ils sont rentables ou ils vont vers la rentabilité, ils ont un modèle, pourquoi pas aider à faire financer. Donc, comme j'ai dit, on crée un écosystème autour de chaque produit et je ne travaille pas seule. Moi, je ne ouais. suis pas scientifique, biologiste, chimiste. Donc, je vais travailler avec une Guadeloupéenne, par exemple, qui s'appelle Rachel Lolia et qui va vraiment aider à toute la partie industrialisation, toute la partie création de modèles solides, Ouais, etc. On a d'accord. de très bons talents en Afrique et dans la diaspora. Il faut juste les voir, les mettre en avant et puis apprendre à travailler ensemble. Si on est intéressé, si on est curieux, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, là, dans l'émission, si on veut rejoindre le mouvement, si on veut se lancer dans l'afro-food, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on vous retrouve? Si on veut ce guide pour, se lancer dans le business autour de la mangue, Oui. où est-ce qu'on vous retrouve? Où est-ce qu'on retrouve toutes Alors, ces plusieurs infos? choix s'offrent à vous. Soit vous prenez contact directement avec moi. Donc, il Ouais, suffit de taper Oluwafemi Kidjo sur LinkedIn. C'est là que je suis comme j'ai souvent. fait. Voilà, Oluwafemi Kidjo sur LinkedIn. Ou taper www.dokunvi.com. Donc, DOKUNVI.com sur les réseaux. Donc, vous tapez Dokunvi Mangue, vous tombez direct sur. Normalement, vous tapez Dokunvi Guide Mangue, vous tombez direct sur la page. Et Women in Afrofood, on a notre propre site internet aussi. Donc, www.womeninafrofood, tout collé, .com. Pour adhérer, ben, on vous attend les bras ouverts. Tant que vous avez un projet dans l'afrofood, de la fourche à la fourchette, vous êtes bienvenus. Comment on peut conclure? Waouh! Ça, c'est une question un peu, comment on va dire? J'avoue. Je pense que pour conclure, je dirais, il est temps de faire. On a beaucoup de ressources, on a beaucoup de talents et je pense qu'il faut juste être dans l'action. Honnêtement, j'ai pas plus de choses à dire. On a déjà le talent, on a tout ce qu'il faut juste y aller. Allons-y, agissons. Merci beaucoup d'être Merci venu, beaucoup pour l'accueil. Oluwafemi Kidjo. Ça se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur LinkedIn également. Merci beaucoup d'être venu nous apporter tous ces éclairages et nous raconter votre histoire passionnante. À bientôt. Les matins d'Aïssa sur Espace. Oui, j'avoue, encore une histoire, un parcours passionnant. Merci à elle, en tout cas, d'avoir fait le déplacement vendredi 13 juin 2025. Oui, je m'adresse aux superstitieux. Je vous souhaite une excellente journée. Elle a bien commencé. C'est vrai qu'en région parisienne et dans d'autres villes en France, il fait très chaud. C'est écrasant. Bon courage. Et n'oubliez pas de bien vous hydrater. La fin de la semaine avec quelques recommandations de sortie dans quelques minutes. N'oubliez pas, Espace TV Europe, le lien de la diaspora afro sur le bouquet africain, sur Free 440, Orange 589, Bouygues 721. Les matins d'Aïssa, c'est du lundi au vendredi de 10h à midi. Merci de nous rejoindre nombreux. Et n'oubliez pas de nous retrouver également sur YouTube, sur la page d'Espace TV Guinée et sur les réseaux de Calac TV pour en savoir un petit peu plus. Suivre également les différents replays, les matins d'Africa qui reçoivent les talents afro, les trésors d'Afrique en diaspora. Ils sont artistes, ils sont entrepreneurs, ils sont dans le tissu associatif, ils sont engagés également, soit dans les sphères politiques, sociales, environnementales. Ils viennent vous raconter leurs histoires pour inspirer, pour impacter et en tout cas pour justement montrer cette belle diaspora, cette Afrique qui œuvre pour faire avancer nos causes. Allez, on va se détendre avec Stéphane Baldé
qu'on applaudit pour avoir réussi cet exploit de remplir le Casino de Paris. C'était le week-end dernier. Et on se fait plaisir en musique avec Stéphane Baldé sur Espace TV Europe. Les matins d'Aïssa sur Espace. Oui, c'est la veille du week-end, hein, on s'est compris. Merci d'être avec nous. Des idées de sortie avec le retour ce soir des Nocturnes Tropicales à l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est la 3e soirée ultra festive au rythme tropicaux avec des concerts live, des sets DJ, des parades carnavalesques, la folie, de l'ambiance, des cadeaux à gagner, de la food à gogo également pour vous régaler aujourd'hui pour terminer le cycle de ces 3 soirées ultra festives. Mickaël et Nestlé en showcase avec au platine DJ K-West et DJ Tyson, donc de la food, de la musique, de la danse, des bonnes vibrations. Donc c'est de 17h à 23h30 si vous ne savez pas quoi faire ce soir. Le 14 juin, c'est donc demain, l'atelier de Stéphine Zaba. Elle était avec nous cette semaine pour nous parler de cet événement, l'atelier Femmes fortes et légitimes pour parler publiquement. Faisons-le efficacement pour reprendre le pouvoir. Avec au programme de l'événement de la musique avec l'artiste Jelly Moussa Diawara, des témoignages de femmes résilientes, un atelier donc de 50 minutes avec la formatrice journaliste et comédienne en doublage Stéphine Zaba et un buffet, c'est à la Maison des Femmes de Sarcelles au 12 avenue du 8 mai 1945. Le Cameroun est au cœur de Saint-Denis, en tout cas le sera demain, samedi 14, 3e édition de cet événement associatif porté par l'association Redam. C'est la salle de la Légion d'honneur, on y accède par le métro ligne 13, basilique de Saint-Denis. Soyez nombreux pour découvrir les cultures du Cameroun. Cowboy Carter, oui, c'est le nom du dernier album de Beyoncé qui sera au Stade de France, donc pour célébrer justement tous ces Grammys qu'elle a encore raflés à l'occasion de la 67e édition des Grammy Awards. Cowboy Carter a remporté 3 Grammys, dont l'album de l'année, meilleur album country et meilleure performance country en duo et groupe. Réservez vos places pour le Stade de France de Beyoncé, c'est 19, 21 et 22 juin prochain. Il reste encore des places disponibles. Un événement à l'occasion de la fête de la musique pour questionner ces thématiques quand la musique antillaise façonne la scène musicale mais peine à être reconnue à sa juste valeur. Zouk, bouillon, chata et toutes ces sonorités tropicales vous plaisent, eh bien venez comprendre un petit peu son écosystème, leurs écosystèmes à travers cette projection de débat, nos musiques, leur succès, rayonnement, marché et effacement, avec la présence de Jocelyne Berroir, de Miguel Octave, de Julien Dalle, de plein d'autres spécialistes de la question projection débat, intervention artistique, brunch, donc voilà, des questionnements et bien entendu des moments de détente. Et puis Sandrine Zinda Kissina était là avec l'une des lauréates de cet événement, la Coupe d'Afrique des cuisines. La retransmission de cette émission aura lieu samedi 21 juin au cinéma Saint-André des Arts dans le 6e à partir de 19h. Donc venez découvrir cette belle aventure, ce beau concours culinaire qui met à l'honneur les cuisines d'Afrique. Il est 11h53. On continue tranquillement. Je vais vous offrir Salif Keita, une petite douceur mandingue avant de se quitter. Merci d'être là en cette fin de semaine. On va se retrouver bien entendu dès lundi avec de nouveaux portraits, de nouvelles belles histoires à raconter dans cette émission. Merci de nous porter, merci de nous soutenir, merci aussi de parler de nous autour de vous. Merci de votre fidélité. Ça va se passer sur Calac TV ce week-end, un spécial Oudi Premier, c'est la bande-annonce. Événement exceptionnel sur Calac TV. Les dimanches doc de Calac vous régalent tous les dimanches en deuxième partie de soirée. Dimanche 15 juin à 22h50, plongez dans les archives inédites d'Oudi Premier, avec un documentaire exclusif tourné il y a 11 ans. Pendant une semaine, nos caméras ont suivi l'artiste dans son quotidien, ses rêves et son intimité. Découvrez Oudi Premier comme vous ne l'avez jamais vu à ses débuts. Rendez-vous le samedi 15 juin à 22h50 sur Calac TV pour revivre ces moments rares et authentiques. Oudi Premier, retour sur les traces d'une étoile. Ne manquez pas ce rendez-vous. Calac TV, la télé des légendes.
J'espère que vous avez bien noté le rendez-vous à 22h50 dimanche pour ce documentaire exclusif de Calac TV. Je vous offre un dernier cadeau, Awa de Salif Keita. On va se ressourcer un petit peu. On en a bien besoin. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage pour la chaleur écrasante un petit peu partout à travers le pays. Ça va aller, comme dire l'autre. Je vous embrasse. À lundi. Les matins d'Aïssa sur Espace.